Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Très heureuse de vous faire partager notre enthousiasme avec nos ambassadeurs de ce territoire qui bouge, qui milite et qui sait aussi profiter de la douceur de la vie. La tendresse même qui guide le rire de notre dauphinois le plus réputé du monde, qui revient sur les planches et sous les projecteurs pour distiller son inspiration canaille et facétieuse. Le combat pour la protection de la faune ne connaît pas de frontières et n'attend pas les années. Un étudiant originaire du Vercors dédie sa vie à la sauvegarde des éléphants en Indonésie. Le jazz, lui non plus, ne connaît pas de frontières, mais connaît les sommets les plus beaux pour déverser ses émotions pour toutes les générations. À 4 cordes ou à 6 frappés, pincés, vous y trouverez chaussures à votre pied. À la morte. Théâtre paradoxal du très vivant Jazz Alpes Festival. Le chef d'orchestre, c'est lui, Gérard Duchamp. Bienvenue. Merci. Monsieur Bonjour. Moustache numéro 1, avec à ses côtés le maître, le roi du ukulélé, que dis-je, dont le talent réinvente l'instrument, entre autres facettes, Karim Bonardel. Bienvenue. Salut Lucille. Salut, bienvenue de retour à l'affiche donc de ce Jazz Alpes Festival à l'Alpe du Grand Cerf. On va teaser ce festival. Si je me souviens bien, c'est du 7 au 15 mars. C'est du 7 au 15 mars. Plein oiseau, Exactement. Merci à vous. 2025. 2025, bien sûr. De l'ours de Villard-de-Lans aux éléphants de Sumatra, il n'y a qu'un pas de géant qu'a franchi un tout jeune étudiant, Robin Comito. Bienvenue. Merci. Et vous criez à l'urgence pour réagir pour la sauvegarde des espèces en Asie du Sud-Est avec l'association, je le dis sans l'accent, Harapan Digadja. C'est parfait. Ah, bah super. On part sur des bonnes bases alors. C'est une association que vous avez fondée et vous allez tout nous dire avant la projection de votre film documentaire le 22 février à Grenoble. On y va ? Serge ? Ah oui, on y va. Attends, tout de suite. Yes. Parce que j'ai bossé, attention. Faut que je Alors, chante. non, mais alors faut que je parle. Ah d'accord. Alors on a beau dire, on n'est pas des même. On va sûr. tâcher moyen de parler dauphinois, ne serait-ce que pour rendre hommage à l'un des nôtres, notre Arsouille le plus célèbre du pays qui ne s'en est jamais laissé pétafiner. Oh, c'est joli, elle a bossé. C'est bien parce que vous gagnez votre salaire, vous savez. Je dis franchement. Non mais j'ai pas de mérite, je suis né à Grenoble moi, Oui, mais Serge, je comme sais, vous. je sais, mais ça fait plaisir de voir des journalistes qui bossent. Putain, c'est bien. Eh bien, regardez, on n'a que ça Mais bien sûr, autour de mais nous, bien Serge. sûr. On a ici les premières années de bachelor de l'ISFJ, l'Institut supérieur de formation des journalistes, qui est avec nous et qui ont nourri cette émission de leurs applaudissements. Merci. Tant qu'ils sont sages pendant toute l'émission, ça va bien. Oui, on a un public de jeunes. De jeunes, un C'est public les de jeunes. jeunes, oui, comme disait mon grand-père. Oui, il rajoutait. On dit pas oui, on dit oui. Vous savez, Oui. il y a un V avant. Oui. Et il y a aussi Di, ou je crois qu'il faut Ah, dire Dizzy, ça. l'Y, le fameux Y dauphinois, Dizzy, bien sûr. oui, Eh ben, Dizzy. des fois qu'ils y connaissent pas, il y en a qui sont pas Voilà. du coin. On y va. Alors, Serge Papagali est né, on peut regarder tout de suite, voilà, est né à Grenoble au XXe siècle avec sa Absolument. gouaille et son élocution semblable à aucune autre, comme sa moustache d'ailleurs. Il cartonne à Paris, seul ou avec son complice Castaldo qu'on a vu dans l'émission Champs-Élysées, jusqu'au théâtre 145 qu'il dirige, en passant par le grand écran. On a ressorti des vieilles choses. Son film à lui, Mais où va le monde, qui met en scène les Maudrus, cette famille dauphinoise rurale, rustique et caustique. On va voir dans un petit instant. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Voilà, ils sont là, les Maudrus sur Voilà, planche. oui, bah oui. Ici, sans oublier Truffaut, Jean-Marie Poiré, des grands réalisateurs aussi qui Oui. vous ont dirigé avant que vous ne dirigiez vos acteurs préférés. Et là, attendez, on l'écoute ? Vraiment une bonne raquette générale. Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants. Non. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Je suis le seul qui double en animation un gars qui a la même gueule que moi. C'est très rare. C'est très rare. Ça, il fallait le trouver. Alexandre Astier, la bande, la famille d'Alexandre Astier d'ailleurs. Ça va, ça y est, ça vous parle, les jeunes? Les jeunes, pardon? Les jeunes, oui. Eh ouais. Non, vraiment, véritablement. Une star, notre star à nous. C'est aussi pour ça qu'on vous aime vraiment, Serge Papagali. vous êtes gentil. Vous qui vraiment incarnez le Dauphinois, les Dauphinois. Vous m'avez fait peur quand vous avez hésité, mais bon, ouais, le mot non, incarné,
c'est bien. C'est peu dire encore, c'est très très peu dire. Donc vous revenez bien sûr sur les planches, mais évidemment on a parlé de ce Camelot, on a parlé d'Abrara Coursix que vous avez donc incarné. Si ça vous parle encore un peu les jeunes, on y va tout de suite parce que c'est un des rôles les plus chers. Bien sûr, de Serge Papagali, c'est ce fameux... comment on prononce déjà? Guetenoc. Guetenoc, écoutez-le. Sous prétexte de nourrir le bourgeois, on travaille 20 heures par jour. On passe notre vie à se geler les meules. Les pieds dans la bouse du matin au soir. À force de trimballer des machins, on se retrouve à 25 ans, déjà à moitié déglingué. On y gagne quoi? Vous n'en avez rien à cirer. C'est une honte. Révolte! Est-ce que vous préparez un sale coup? Un sale coup, comment, vous voulez dire? Non? Mais non quoi? Merci. On saura jamais. Ben non, on ne saura jamais. Je suis le seul acteur au monde pratiquement qui joue un paysan breton avec l'accent dauphinois. C'est très rare. C'est ce qui était... À la demande d'Alexandre Astier, je précise quand même, hein, qui est friand de cet accent. Il est lyonnais quand même. Il est lyonnais, bien sûr. Il est lyonnais. C'est l'amitié franco-lyonnaise, enfin franco-grenoblo-lyonnaise. C'est l'amitié, vraiment. Là, et oui, bien sûr. C'est à ça qu'on vous associe systématiquement d'ailleurs. C'est à Guetenoc qui nous fait encore crever de rire, même plus de 15 ans après, d'ailleurs, et qui fait que aussi ça vous a rendu célèbre auprès d'une population un peu plus jeune aussi. Plus jeune, oui, bien sûr. Bah, forcément, j'ai commencé par le théâtre en 70, donc la majorité n'était pas née, donc forcément. Bon. Donc, mais c'est bien. Après, ça fait 20 ans que ça dure, Camelot. Après, comment assimiler ça? Sans moustache, alors ça, franchement. Oui, alors oui, parce que je jouais, en fait, pour la petite histoire, je jouais la seule scène de bain que j'ai dans toute ma vie de cinéma, c'est avec un autre mec. Déjà, c'est compliqué. Mais en plus, je jouais, en fait, Le Souper, la pièce de Briseville, où je jouais Talleyrand sans moustache. Et comme ça s'était tourné en 2 fois, Alexandre, j'avais dit attention, après, la semaine prochaine, j'aurais pu... Il m'a dit, il a rajouté un truc, où il est bête dans le truc, et puis ça, vous m'enlevez sous le nez, vous me le brûlez, je ne veux plus le voir. Et donc les gens ont cru que je m'étais rasé la moustache que pour la fameuse scène érotique du bain. Et en fait, non, je jouais Talleyrand dans Le Souper, la pièce de Briseville. Et il a fallu s'adapter, justement. Oui, absolument. Mais qu'on m'assimile à ça, ça ne me dérange absolument pas. Absolument. Après, si je regarde tout ce que j'ai fait, le solo que je suis en train de jouer actuellement n'a rien à voir avec le Dauphiné. Il y a un petit clin d'œil à un moment donné, mais voilà, il m'arrive de parler français à peu près normalement, enfin tout le moins je l'espère. En tout cas, même un peu italien dans le nouveau spectacle d'ailleurs. Bon. Mais qu'on s'assimile, l'important pour un acteur, c'est d'être assimilé au moins à quelque chose. Je veux dire, voilà, être assimilé à rien du tout, c'est un peu nul. Mais c'est ça, justement, à Grenoble, on en a besoin aussi. M'assimiler à ça, c'est très bien. Mais bien sûr, un ambassadeur... vous parlez justement de cet accent-là qu'on ne perçoit pas nécessairement dans la pièce qui arrive, et ça, on va regarder dans le spectacle. Mais l'affirmer, à une époque, je ne sais pas, ça va peut-être parler un petit peu aux jeunes. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'un accent devient un petit peu national. On dit vendredi, on dit... Voilà, hein, les gens... Hein, d'accord, hein, vous l'avez. D'autant plus que moi, j'ai souffert de l'accent dauphinois que j'avais constamment devant des gens qui n'étaient pas dauphinois toute ma vie. Et je vous remercie d'exister. Mais je t'en prie. You're welcome, comme on dit en Dauphiné. You're welcome. Voilà. Et à une époque où on nous demande le chiquet ou autre, voilà, garder revendiquer son accent. On me reproche. Voilà. Et les D'autant qu'il vacances, peut y avoir un mépris aussi de certaines un peu high society envers les accents. Ça peut apparaître comme des choses un peu populaires, comme ça, bassement populaires. Ça fait partie de la culture d'un pays. Et comme je le dis quand même, une bonne histoire d'un pays de France se raconte avec l'accent du pays. Imaginez Pagnol sans accent provençal. Bon, alors pourquoi nous, qui avons un accent un peu moins connu peut-être que le provençal, ou que le ch'ti, grâce à Danny Boone, on serait quoi? On serait du caca? Non, donc c'est bien également de présenter un petit peu d'autres accents. Bien sûr, comment il disait votre père? Il disait maintenant? Mon père, mon père disait ora, parce qu'il parlait italien. Bon, mais mon grand-père maternel disait maintenant. Mais le dauphinois, il fait chanter les on, puis il ferme les oies. C'est passé maintenant, mes or, les noirs. Mais non, maison, les Noirs. On travaillera après l'émission. Je ferai bosser un petit peu le truc. Est-ce qu'ils disent aussi Megdi? Megdi. On se retrouve Megdi. Ah oui, mais ça, c'est carrément du patois. Ça. Moi, je parle pas patois. Je parle. On va attacher moyen. C'est la façon de parler, quoi. Après, j'ai joué à Paris des fois. Je remplis des mots comme chai, par exemple. Et je me suis rendu compte après que les mecs pigeaient pas, ils se marraient pas. On jouait au Palais des Glaces. Et c'est mon régisseur qui avait me dire un jour, mais qu'est-ce que ça veut dire chai? J'ai compris. C'est où? Moi, je dis, on part à chai. Ben, le mec, il nageait complètement, quoi. Quand je fais des fois à Paris, il faut traduire. Donc, je reparle en français normal. Il y en a qui ne sont pas d'ici, justement, si vous levez la main. Non, vous êtes tous originaires d'ici, les jeunes. Les Jeudes, hein. Vous parlez comme ça? Vous parlez le dauphinois aussi? Attention, va falloir le travailler parce que ça se préserve aussi. Et grâce à vous... oui, bien sûr. Je ne connaissais pas ça. Comment? Le bias. Le bias?
Oui, c'est le cartable, je sais pas. Ah, quoi, l'Abias, on disait. La- la- Ah non, l'Abias, je crois que c'était le gros la ventre. bias, La c'est le vent. Bon, allez, La on- bias. D'ailleurs, vendredi, je parlais récemment, la bias, j'ai tâté la bias d'un âne et il y a une spectatrice qui n'était pas dans le boss qui m'a dit pourquoi vous parlez de la prostate? Elle m'a dit. Elle avait compris la prostate. Ah oui. J'articule à peu près bien, je dis non, ça n'a rien à voir. C'est rare qu'un paysan tâte la prostate de son âne. En tout cas, c'est pas la même pratique. Non, pas vraiment. On en reparlera peut-être avec Robin qui s'y connaît quelque chose en biodiversité, pardon. Non, on a beaucoup parlé évidemment de ce pourquoi vous avez été reconnu, mais c'est important car on a besoin aussi de ces ambassadeurs du Dauphiné. Bien sûr, soyons fiers et soyons chauvins, mais soyons aussi votre public. Et on retrouve d'ailleurs de toutes les générations dans vos spectacles. On vous voit aussi bien des jeunes, aussi bien des anciens qui vous ont connu, donc à l'époque de Champs-Élysées aussi. Lorsque vous écrivez pour un seul en scène, il faut dire aussi maintenant, c'est pour tous les publics, sans accent. J'espère bien. Juste faire rire. Oui, j'ai même la joie et le plaisir d'avoir ce qu'on appelle un public de cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tranche, j'ai pas un public d'abonnés ou uniquement. Voilà. Ça va effectivement de 15-16 ballets à. Il n'y a pas de limite. Ceux qui veulent venir à 100 ans, ils viennent, il n'y a pas de souci. Donc, je veux dire, puis je crois que c'est comme ça qu'il faut faire du théâtre dit populaire et non pas populiste, mais populaire, s'adresser à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi je ferais des spectacles pour une tranche. En général, je parle de choses qui me font rire, qui m'intéressent, et bizarrement, je me rends compte qu'étant un être humain moi-même, si je rencontre d'autres êtres humains, c'est les mêmes choses qui les intéressent, qui les font rire, le temps qui passe, la solitude, la quête du bonheur, toutes ces choses-là, j'en parle d'une façon burlesque, par contre, ça c'est mon côté hérital. Bon. Leurs préoccupations. Voilà, en fait, les choses graves, mais on en parle d'une façon drôle, c'est ma pratique à moi. Comme ça, quand on vous écoute, on se dit, tiens, en fait, on a les mêmes. Regardez. Moi, mon comptable, quand il me répond, je comprends même plus la question que je vais poser. Puis il me parle comme un gamin, c'est « Écoute-moi, les charges à payer font partie des comptes de régularisation passifs. Tu n'as pas de cession d'éléments de l'actif immobilisé. » J'ai rien sur moi. Mon avocat, alors maître, qu'est-ce qui s'est passé? La cour, ayant vidé son délibéré, vient de juger que le plaignant était victime de troubles de jouissance. Je monte au greffe, lever la grosse, aux fins d'exécution. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Et on va faire de la tôle, je crois qu'on va faire de la tôle. Là, il y a il y a de la trompette qui sonne. C'est votre téléphone, bien sûr, Gérard. Il fait du jazz, c'est normal. Parce que c'est très normal. joli, on l'accepte, et voilà. C'est son côté Miles Davis, ça peut lui ressembler d'ailleurs. C'est pas mal, hein? Oui, ça c'est sûr. Karim, qui a beaucoup souri sur le comptable, il y a du vécu là-dedans? Je travaille dans le notariat, donc automatiquement, c'est des termes que j'entends tout le temps et qui me font bien rigoler aussi. Oui. Ah oui, c'est ça. Avec l'incompréhension par le langage administratif en général, c'est quelque chose de sidérant, quoi. Je veux dire, souvent, enfin, administratif au sens large du terme. On nous parle même d'ailleurs sur le net actuellement, hein, je veux dire, pas déconner, moi je pratique pas mal, mais il y a des fois quand on voit les trucs. Des fois, je dis, il y a une personne qui avait mis comme code, mot de code, il avait mis erroné. Il avait choisi le mot erroné. Ah bon? Oui, comme ça permet, si tu veux dire, votre code est erroné. Ben oui, effectivement, vous avez raison, c'est ça, mon code, c'est erroné. On ne comprend plus rien aujourd'hui, si on veut vraiment. Donc finalement, la source d'inspiration, elle est absolument partout. Vous parlez de ces fameuses voyantes, non-voyantes ou malvoyantes. Alors, on peut préciser que vous écrivez tout le temps. Ce n'est pas nécessairement ces extraits-là qu'on va retrouver, par exemple, au Summum. Hein, vous y êtes le 29 mars. 29 mars au Summum, oui. On va remplir le Summum, bien évidemment. Mais c'est vrai que cette écriture, elle vous est chère. Vous y tenez beaucoup. Écrire et sans arrêt. Avant de venir, j'ai écrit pendant 1 heure un autre spectacle que je vais créer début 26 pour les émissions radio que je fais aussi ici Isère, qui est une radio non pas concurrente, mais absolument non, pas. c'est nos amis, on est donc, complémentaires. Donc, je veux dire, oui, j'arrête, ça fait 20, 30, je sais même plus, je ne veux même pas le savoir, 40 ans, 50 ans, je ne sais plus, que j'écris tous les jours, au moins 2 heures. C'est le principe. C'est un exutoire, puis j'aime ça. Puis je trouve que les gens ont la gentillesse de venir écouter ce que j'écris. Donc, tant qu'à faire, je vais continuer encore une 30aine d'années, puis je vous laisse tranquille. Après, je vous laisse place aux jeunes. Place aux jeunes, oui, bien sûr, mais et écrire, c'est vraiment votre nourriture spirituelle. Je suis un artisan, je suis un pizzaiolo. Moi, je le dis sans démagogie, c'est-à-dire je fabrique ma pizza, je mets de la sauce. Si j'essaye de présenter, si des gens ont envie de la manger, ils la mangent. Il se trouve que les gens la mangent depuis un certain temps. Je fais une métaphore exprès, un petit peu comme ça, un peu démagogique, mais ça ne nuit pas un peu de démagogie. La pizza genovese, d'ailleurs, parce que vous êtes originaire de Gênes. Oui, genovese.
saluto tutti gli italiani di Grenoble. Ciao, ben. Mais je veux dire, je suis un artisan de ce que je fais, oui. Voilà, c'est mon côté indépendant. Toute ma vie, une de mes richesses, c'est que j'ai toujours joué avec des gens que j'aimais, qui m'aimaient, faire des choses que j'avais envie de faire et qu'ils avaient envie de faire. Ça, c'est merveilleux. Ça fait 55 ans que ça dure. Je me suis jamais forcé à faire un truc que j'aimais pas. Donc ça, c'est merveilleux. Et on vous aime aussi. Vous êtes en tournée. Écoutez, mangez-moi. Ben, tout à fait. On va vous manger donc le 18 février peut-être au foyer rural d'Eyrieux, puisque vous êtes toujours encore proche de la terre. Petit festival de théâtre là-bas, oui. Ouais. Le 18, vous êtes au Manège à Vienne. Le 8 mars au Grand Lens. Vous êtes le 14 mars à la salle du jeu de paume à Visil. Vous le savez mieux que moi, donc je sais pas, oui. Salle du jeu de paume à Visil, une belle salle aussi. Et le 29 mars, donc au Summum. Voilà, avec donc le public que vous avez conquis ici. Mais bien sûr. Sur ce plateau. Et rien que pour faire encore un petit... Ah oui, si, vous avez tourné dans Kaamelott, attention, le 2 qui sort là. Oui, il sort en octobre. Il va sortir en octobre. Octobre 2025. Oui, bien sûr. Et puis il y a un autre qui sortira en 26. Mais bon, serons-nous encore là? Je ne sais pas. Trump et Poutine en décident. Oui, exactement. Avec, on l'écoute encore parce que je m'en lasse pas. J'ai le truc qui vrille. C'est quoi les nerfs qui vrillent? Attendez, écoutez. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre. Hein. Moi, je bondis, comme ça, là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention. Hein. Un hôtel de récé au culte de la barbarie. J'ai les nerfs qui vrillent. Il faut le savoir. Vous savez qu'il faut quand même savoir, petite histoire, qu'au HMC au cinéma, comme on dit, qu'on se maquille. L'Alexandre, que j'adore, s'il nous écoute, je l'embrasse. Alexandre Astier. Nous, on l'adore, on l'embrasse très fort aussi. Oui, mais il nous filait les textes à 8h, il fallait les savoir par cœur à 10h quand même. Hein. Donc là, ça combat l'Alzheimer sévère. Hein. Je veux dire, un truc, on a 2 heures pour apprendre des textes comme ça, c'est un peu que des fois... Mais c'est goulayant, mais c'est complexe. Et c'est lui qu'on va retrouver encore là, dans le 2, parce que ça sort en octobre, on veut le voir déjà. Le 2, on a une séquence un peu Tonton Flingueur nous a écrit, oui, qui est pas mal. Oui. On vous y voit bien dedans. On ne voit pas tout le film, parce que je voulais le rôle de roi Arthur, mais il l'a déjà pris. C'était déjà pris. Donc on va nous voir, bien sûr. Eh bien, très bien. Donc on vous retrouve sur scène, et notamment, encore une fois, le 29 mars au Summum, et en octobre, sur le grand écran pour la sortie du film Kaamelott. Absolument. Bien sûr, merci, cher Serge. Je me suis entraîné toute la journée pour dire ça. Merci, cher Serge. Dur à dire ça. Voilà. Appelez-moi David, on n'en parle plus. Non, on appelle Robin tout de suite. Robin. Ah, d'accord, ok. Robin Comito, vous êtes originaire du Vercors. Qu'est-ce qui vous a conduit aux forêts indonésiennes ? Longue histoire. Moi, j'ai d'abord eu des liens très tôt en fait avec la nature, avec les forêts du Vercors. Et ce qui m'a conduit en Indonésie, c'est que aujourd'hui, on entend partout que tout est foutu en termes de protection de la biodiversité. Et un jour, j'ai découvert le combat d'une association, l'association Kalawait, qui œuvre en Indonésie depuis plus de 25 ans. Et ils agissent de manière extrêmement concrète. Ils sont sur le terrain en fait, et ils ont des résultats avec des effets, des impacts immédiats et qui sont présents sur le long terme. Et qu'est-ce qui vous y a sensibilisé à ça ? C'était la sauvegarde de l'environnement en général, puisque vous êtes originaire de Villard-de-Lans, de Villard-de-Lans, comme dit Serge justement aussi, et très attaché à votre Vercors aussi. Oui, exactement. Donc moi, c'était de la biodiversité de Villard-de-Lans, mais aussi de mes parents. J'ai de ça de mes parents. Et comme je disais, après moi, j'ai découvert cette association et je me suis pris une sorte de claque d'espoir, c'est-à-dire qu'on peut encore agir pour la biodiversité. Ici, on peut agir ici pour la biodiversité, ici et là-bas. Oui, c'est ça, de partout en fait. Si on veut vraiment agir concrètement et sur le terrain, on peut agir de partout pour la biodiversité. Donc du coup, ça a fait une sorte d'élan d'espoir dans un monde où on nous dit qu'on ne peut plus rien faire. Et je me suis pris de passion pour Kalawait. Et de fil en aiguille, je me suis pris de passion pour l'Indonésie. Et c'est comme ça qu'après, je suis allé m'intéresser vraiment sur ce pays, sur sa biodiversité qui est exceptionnelle. Et là-bas, j'ai fait le constat qu'il y a beaucoup d'espèces. L'Indonésie, c'est 27% de la biodiversité mondiale. Énormément d'espèces endémiques qui sont toutes plus ou moins menacées. Et par exemple, on connaît bien l'orang-outan. Oui, et toute la sauvagerie qui gouverne l'exploitation de l'habitant des orang-outans, aussi les singes en général. C'est ça. Donc l'orang-outan, c'est l'espèce phare de l'Indonésie. Et heureusement pour lui, il y a plein de projets de conservation qui lui sont dédiés. C'est un peu la même chose pour le tigre, c'est la même chose pour l'ours, le tigre de Sumatra. Kalawait dont je parlais œuvre pour le gibbon. Par contre, l'éléphant, lui, il n'y a quasiment rien qui est fait concrètement. Et pourtant, c'est l'une des espèces les plus menacées au monde. Il y a 1000 individus seulement sur l'ensemble de Sumatra. Et on est en train de le regarder disparaître en croisant les bras.
tout au plus en documentant son extinction, mais donc on fait rien. Et c'est de là qu'est né le projet Harapan Digadja, de l'espoir pour les éléphants, c'est le nom de l'association, pour justement agir et inverser les tendances et sauver les derniers éléphants de Sumatra. Il est menacé pourquoi? Parce qu'il est pour braconnage? Parce que son habitat est menacé lui aussi? Oui, alors il y a Qu'est-ce que vous avez découvert? Il y a plusieurs menaces en fait, et elles ont toutes en commun évidemment la déforestation, la perte de l'habitat. Aujourd'hui, on perd les éléphants de Sumatra et les éléphants d'Asie à cause des conflits avec les humains. Parce que la forêt se réduit, les éléphants sont dans des écosystèmes qui sont devenus trop petits. Donc dès qu'ils en sortent, ils tombent inévitablement sur les terres humaines, dans les villages, dans les terres agricoles. Ils génèrent de graves dégâts, de violents dégâts. Et forcément, ça énerve les gens sur place, ce qui est légitime. Le problème, c'est que cette colère, elle mène à tout un tas de moyens mis en place pour éliminer les éléphants. Donc à Sumatra, on met des clôtures électriques, mais elles sont raccordées au système électrique central du village. Donc elles sont beaucoup trop chargées électriquement, je vais y arriver. Donc elles tuent les éléphants au moindre contact. On a des cas d'empoisonnement, on a aussi, on peut aller tout simplement mettre une balle dans la tête de l'éléphant. Au Sri Lanka, c'est encore plus violent, on va mettre des bombes autour des terres et voire même dans les légumes. Donc il y a des scènes d'horreur qu'on voit régulièrement. On mine? Oui, c'est ça. C'est exactement ça pour éliminer les éléphants. Donc les conflits éléphants-humains, c'est vraiment une menace majeure qui en plus est extrêmement violente. Il faut savoir qu'en Afrique, on perd les éléphants à cause du braconnage. En Asie, on perd les éléphants à cause des conflits. Donc l'objectif de Harapan, c'est de répondre à ça. Et qu'est-ce que vous avez... Alors, vous avez entamé comme démarche de voyager, d'y aller, de constater aussi. C'est coûteux. Vous êtes un jeune étudiant. Exactement. En fait, là, en 2024, j'ai réalisé les repérages sur place pour me confronter à la réalité de terrain et poser les bases du projet. Et pour ça, j'ai pu compter sur le soutien du département de l'Isère, par exemple, qui m'a accordé une bourse, celui de la ville de Vienne aussi. Et puis, j'ai pu fédérer beaucoup de soutien et de donateurs, en fait, autour de ce projet. Donc, j'ai réussi à lever 2000 € en quelques mois. Et, dans le but, en fait, de rencontrer là-bas les acteurs locaux aussi, de les mettre en lien avec notre territoire aussi. C'est-à-dire que ce que vous vouliez aussi, c'était agir ici pour là-bas. Hein. C'était aussi le sens de votre démarche. C'est ça, en fait, il y a cette volonté d'agir sur tous les fronts, parce que d'un côté, il faut être sur place pour sauver les éléphants, de l'autre côté, il faut aussi pouvoir sensibiliser les gens ici, parce que ce sont nos pratiques, par exemple, qui impactent aussi la biodiversité à l'autre bout du monde, par notre consommation, par exemple. Notre mode de vie. Oui, c'est ça. Je veux dire, quand on va consommer de l'huile de palme, par exemple, on sait très bien qu'on a un impact en Indonésie. Donc, en fait, toutes ces causes-là sont liées et se recoupent. Et les actions ont été déjà nombreuses aussi. On en parle depuis une bonne quinzaine d'années. Oui. Est-ce que, selon vous, ça a reculé, vous qui êtes allé sur place? C'est une grande question. Il y a eu beaucoup d'actions, en fait, ça dépend à quelle échelle on se pose. Si on est au niveau politique, par exemple, oui, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de lois. Par contre, si on est au niveau local, il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que moi, je mène ce projet pour l'Indonésie et pour Sumatra, parce qu'à Sumatra, il y a quasiment rien sur place, sur le terrain. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai été dans des villages qui me disent « mais on se sent abandonné, personne n'est là pour nous ». Et en fait, ils sont désespérés, ces gens-là. Comme on parlait des conflits, vous vivez dans le stress constant d'avoir un éléphant qui va venir détruire votre maison, qui va venir détruire vos récoltes. Donc, bien sûr que c'est dramatique. Et les populations sont sensibles à votre action aussi. Donc, vous avez décidé de faire un film documentaire pour sensibiliser ici sur ce territoire et poursuivre l'action de cette association. Donc, Harapan Digadja, qui veut dire... De l'espoir pour les éléphants. De l'espoir pour les éléphants en indonésien. Ce film documentaire que vous avez réalisé est projeté à Grenoble à la Maison du Tourisme le 22 février prochain. C'est une projection libre et gratuite pour tout le monde. Que peut faire votre association aujourd'hui? Que peut faire Harapan Digadja? Ici, avec ce film ou projet en Indonésie? On a compris que c'était le point de départ et que c'est déjà bien en route. Vous demandez des financements, il faut vous aider. Puisque ces voyages sont coûteux, il vous faut du matériel aussi pour réaliser votre mission. Qu'est-ce que vous pouvez faire par le biais de cette association? Nous, on va surtout... Où voulez-vous aller? On va lancer nos premières actions en Indonésie en juillet prochain. Parce que, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de répondre concrètement aux problématiques tout aussi concrètes que sont les conflits, la déforestation, la dégradation de l'habitat. Donc, nous, notre projet, c'est de travailler avec les gens sur place, en fait, parce que c'est eux qui sont impliqués dans les conflits, et les aider à repousser les éléphants hors des terres anthropisées, les terres agricoles, les villages, sans nuire aux éléphants, sans les faire stresser, tout en garantissant leur sécurité, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de gérer activement la problématique des conflits éléphants-humains.
Mais c'est possible, ça? Bien sûr. En fait, vous avez des pistes, vous avez du soutien là-bas, parce que pour limiter ou voire anéantir les conflits, ce sont des conflits qui sont installés. En fait, c'est extrêmement complexe. Déjà parce que l'éléphant, c'est un animal extrêmement intelligent. Donc vous avez de grandes ONG qui vous disent chaque année, on a un nouveau système, on va mettre des clôtures qui fonctionnent avec l'énergie solaire, c'est super, c'est hyper développé. Mais ça, vous êtes au cœur de la jungle. Donc, votre système hyper complexe, il faut l'entretenir. Vous êtes au cœur de la jungle, vous avez des composants qui viennent des 4 coins du monde, ça ne marche pas. En plus, ce qu'ils nous ont sorti, au bout de 3 jours, ça ne marchait plus avec l'humidité. Donc c'est totalement déconnecté en fait, des enjeux et de la réalité de terrain. Il faut être pragmatique, donner aux gens sur place des outils qui soient faciles à fabriquer, qui soient faciles à entretenir et qui soient efficaces. L'éléphant, c'est un animal qui est... c'est un colosse, quoi. Mais on peut le repousser et le faire fuir, parce que c'est l'objectif, le maintenir dans son habitat. On peut le repousser avec des outils extrêmement simples, en allant jouer sur la vue, sur l'ouïe, sur l'odorat. Aujourd'hui, par exemple, en Thaïlande, il y a une ONG qui fait ça très bien, qui s'appelle Nature and Wildlife Association, avec laquelle je travaille. Et quand ils vont voir les locaux, ils leur donnent tout un tas d'outils. Et puis, ils leur donnent notamment des techniques. Par exemple, vous pouvez fabriquer des galons. Les galons, c'est des contenants dans lesquels vous allez mettre des pierres, des clous ou des débris de verre. Vous allez secouer ça et l'éléphant déteste ce son. Vous pouvez changer le contenant, donc ça change le son. Donc, l'éléphant ne peut pas s'habituer. Et comme ça, vous arrivez à repousser les éléphants. Donc l'idée, c'est d'arriver avec ces outils-là. Il y a des choses... Non pas avec des tranchées, parce que vous montez des tranchées, je parle des tranchées dans votre document, et les éléphants eux-mêmes vont tenter de combler ces tranchées pour pouvoir traverser. Aujourd'hui, par exemple, à Karangampa, donc là où je travaille avec mon association, ils ont déployé des tranchées autour des terres parce que les éléphants ne savent pas sauter. Mais on a vu des éléphants qui venaient combler les trous et faire un passage. En fait, ils savent très bien faire. Les clôtures, c'est pareil, ils savent les faire tomber. En fait, ils auront toujours peur d'un seul élément, c'est la présence humaine. Donc, outre les outils dont je parlais, l'idée c'est surtout de pouvoir déployer des patrouilles autour des terres et maintenir une présence humaine de sorte à ce que les éléphants restent dans leur habitat et que les humains restent dans le leur. C'est que comme ça qu'on peut assurer une vraie coexistence entre les éléphants et les humains. Et ça, c'est urgent aujourd'hui à mettre en place, surtout à Sumatra. Et à terme, vous n'avez que 20 ans aujourd'hui, oui. Vous êtes étudiant. De quoi est-ce que vous rêvez, Robin? Moi, personnellement, c'est déjà de vivre sur place avec... dans la jungle, en fait, avec les gens sur place, avec les éléphants. Et puis, de manière plus générale, c'est surtout de faire réussir ce projet-là, en fait, parce que il y a de vraies problématiques, il y a de vrais enjeux, et on peut y répondre. Moi, comme je le disais, j'invente rien, en fait. Je regarde un peu ce qui se fait ailleurs en termes de gestion des conflits, parce que c'est ça notre grand projet. Et l'idée, c'est de déployer la même chose à Sumatra. Donc maintenant... dans 5, 10, 20 ans, j'espère au moins que dans une certaine région de Sumatra, parce que c'est vaste, on aura réussi à gérer les conflits de manière très concrète et qu'on pourra vivre en paix avec les éléphants. C'est ça l'espoir. D'ailleurs, c'est le mot de votre association. Hein, Serge? Ah oui, moi je suis très touché par ça, parce que alors très sérieusement, je suis très très touché par les problèmes animaux, on va dire les animaux en général. C'est psychanalytique parce qu'à la limite, hein, je veux dire bon, parce que là, et les éléphants particulièrement. Donc je trouve ça assez émouvant et assez. Et il a 20 ans, on a vu que tu vas aller loin parce que l'énergie que tu mets déjà à 20 balles, au moins tu la mets quelque part, et c'est vraiment bien. Et je dirais, c'est vrai que les éléphants, c'est un animal qui me fascine complètement. Et les voir massacrer, c'est une horreur. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, en fait. De même que les êtres humains devraient apprendre à vivre ensemble, hein, parce qu'actuellement, ils ne savent pas tous, vraiment. Ben, on devrait apprendre à vivre avec les animaux également, et surtout, entre autres, les éléphants, entre autres, tous les animaux. Mais les éléphants, ça me touche énormément, même si ce sont des animaux, on a l'impression qu'ils ont un slip trop large derrière, toujours un petit peu. On les voit, ils sont c'est plus que sympa. Mais est-ce qu'on peut aider financièrement ta association? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qui va nous aider, parce que... Mais je le dis. Sur la plateforme Eloasso, est-ce qu'il y a on a un site internet qui est tout neuf. Et oui, voilà, on peut nous aider, faire des dons. Ça, c'est ce qui va nous aider. Enfin, ça va énormément nous aider. Donc, les dons des gens, les particuliers, comme nous tous autour de cette table, les fondations aussi, si elles sont aptes à nous aider, on reçoit aussi. Chaque euro, en fait, est un pas de plus vers la réussite de notre projet. Donc, évidemment, on peut nous aider comme ça. Puis, bien sûr, venir à cette projection le 22 février. Là aussi, il y aura beaucoup de choses à découvrir. Parfait, merci beaucoup, Romain Comito. Bravo. Robin, pas Romain, Robin. Voilà. Et tout de suite, parce que la musique adoucit les mœurs aussi. Hein, le rire, mais la musique aussi. On y va tout de suite.
Alors, et si on allait à la morte, hein, pour faire vivre les rythmes, les sons, on n'a dit pas de blague. Oui, je me retiens. Voilà. Faire vivre le jazz, les jazz et toute la station de l'Alpe du Grand Cerf qui, au moment du dégel, va réchauffer les cœurs au 9e Jazz Alpes Festival. Voilà, avec vous, Gérard Duchamp, c'est la 9e édition. Déjà, 9e édition, oui. Vous-même êtes un jazzman invétéré? Pardon? Vous-même êtes vous êtes un jazzman, Gérard. Invétéré, je sais pas, mais je joue de la contrebasse, oui, mais enfin, c'est pas majeur. Vous ne nous avez pas apporté votre contrebasse ici. C'est plus facile son instrument. Hein. Il est où l'instrument, Karim? On veut le voir tout de suite parce que là, mais regarde, voilà, vous, la contrebasse de Gérard et le ukulélé de Karim. En fait, voilà, ça va de ça à ça, le jazz, et c'est parfaitement Et c'est inversement représentatif. Proportionnel à nos tailles. Tout à fait, exactement. Et donc, c'est du 7 au 15 mars prochain. Donc, un festival qui veut rendre hommage à cette musique qui est infinie, finalement. Qui n'est pas un genre, mais il y en a beaucoup. Justement, c'est pour ça qu'on a créé ce festival de jazz, entre autres. C'est pour faire découvrir les gens, quand on leur demande t'aimes le jazz? Ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent non. Parce que s'ils ont une image un peu compliquée, de la musique compliquée, etc. Donc notre objectif, c'était de présenter cet éclectisme, faire œuvre, entre guillemets, pédagogique, en faisant aimer tous ces types de musique. Et qu'est-ce qui rassemble le jazz, tous les jazz? C'est l'improvisation. Mais l'improvisation, ce n'est pas du co-jazz. Ceux qui aiment la musique baroque, tout à l'heure on parlait de la musique baroque avec Serge, la musique baroque, c'était plein d'improvisation. Bach, c'est l'improvisation. Donc, c'est la musique. Et pourquoi on a fait ce festival de jazz il y a 9 ans, 10 ans? Parce qu'il y a une dizaine d'années, donc, j'étais là à la station en train de me dire, il manque un événement culturel fort. Et vous qui êtes un artiste, hein, on le rappelle. Pardon? Vous êtes un artiste. Vous Non. portez le nom d'un artiste, d'ailleurs, Monsieur Duchamp. C'est pas... Non. Oui, il y a Duchamp Marcel. Exactement. Non. Mais plus sérieusement, je me suis dit, il faut avoir un événement culturel fort. Et pourquoi pas faire du jazz? C'est une niche, on va voir. Et puis, il n'y avait pas de jazz sur la Matésine, sur tout ce coin. Il y a pas mal de musiciens, il y a beaucoup de musiciens, mais on ne les retrouve pas, ils ne jouent pas ensemble. Donc, on s'est dit, tiens, on va créer un événement culturel. Et le on, parce que ça, c'est pas moi tout seul, je me suis dit, il faut, avec moi, 2 personnes. On va voir qui? Un qui sache bien compter, parce que là-dessus, il ne faut pas compter sur moi. Ouais. Et il y a un cadre du Trésor public qui nous a rejoints. Donc là, c'est garanti. Et un deuxième qui soit dans le monde c'est Daniel Plane, pour ne pas le nommer. Et un deuxième qui soit dans le monde du spectacle, mais notamment du côté de la régie. Ça, c'est Henri Guettaz, qui a créé, entre autres, Choukar, et qui a été producteur de Gnawa Diffusion, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, tous les deux, ils sont du coin, ils habitent là-haut, ils sont résidents là-haut. Ils ont dit, allez, on y va. Et on y a été. Ça fait 9 ans que ça dure. On a pris des risques. Il y a plein de gens qui nous ont dit, notamment dans la presse spécialisée, c'est le festival improbable, jazz à 1300 mètres dans un petit bled où il y a 150 habitants, et avec une salle qui n'a que 150 places. Et bien, ça a marché. Oui, et regardez qui vous faites venir. Alors, vous avez fait là, venir... c'est assez extraordinaire. Ça, c'est génial. C'est pour le 8 mars. C'est Marthe Pilani Boubou. Pilani Boubou, elle est sud-africaine. C'est une poétesse, une militante. Elle est là le 8 mars parce que c'est la journée internationale de la femme. Et Pilani Boubou est accompagnée par des Grenoblois. C'est extraordinaire. Le groupe Marthe. Par des Grenoblois. Des Grenoblois, exactement. On a Camille Touvenot aussi, avec Camille Karim Touvenot. Bonnardel, d'ailleurs, sur ce même soir. Ça, c'est le Constant qui accompagne Camille Touvenot et là, Andy Barron, qui est un merveilleux batteur anglais. Tout à fait. Holly Bones Orchestra. Allez, le ça, swing des bon années swing. 30-40, ça c'est bon ça. Oui, c'est ça, très bien. Tout Ça, est bon. C'est le 12 mars. Il y en a pour tout le monde. Il faut danser, il faut chanter bien sûr. On a aussi Scartet qu'on va voir dans un petit instant. C'est un mélange de jazz et de ska. Et ça sera le 13 mars. C'est des Grenoblois. Tous les genres. Mais bien sûr. C'est le seul groupe Grenoblois. Le Scartet. Oui. Tout à fait. Il y a des premières parties, des deuxièmes parties. Alors, Karim, ça sera le... Moi, je joue avec Camille Touvenot. Avec Camille. L'originalité de ce festival, il y en a plusieurs. Mais une des originalités, c'est que les premières parties sont consacrées aux amateurs. Donc, c'est l'école et notamment des écoles de musique, celle de Sachsenage, Saint-Égrève, Lamure, etc. Et puis, il y a des professionnels qui ont dit, moi, j'y vais quand même. Ah ben, tu sais, c'est amateur, il n'y a pas de guzo, là, il n'y a pas de... Eh bien, j'y vais. Donc, un gros succès, ça fait plaisir. Il y a Karim Bonnardel, musicien professionnel, qui a dit, moi, avec mon petit ukulélé,
j'assure une première partie. Ouais. Ben vas-y, garçon. Et quel ukulélé, Karim? Parce que le ukulélé, on pense tous à gling gling, on est à Hawaï, c'est super, c'est chouette et ça fait gling gling. Oui, d'ailleurs, il est beau, celui-ci, il est moderne. Hein. Ah oui, alors celui-là, il est tout nouveau. Il sort des mains de Richard Baudry. C'est un luthier fantastique du Nord qui est à côté de Lille. Plus blanc que blanc, comme la neige de l'Alpe du Grand Cerf. Voilà. Voilà, il s'appelle Edelweiss. Le ukulélé de base était trop gros et avait un côté justement trop gling-gling pour moi. J'avais besoin d'avoir quelque chose vraiment plus jazz. Avec des cordes un petit peu plus éloignées que celles qu'on a l'habitude de voir sur les un petits petit ukulélés. peu, mais enfin, il n'empêche qu'on peut jouer quand même des trucs complètement normaux avec ce genre de trucs. C'est incassable, ça vient du Nord. Oui, enfin quand même, hein, je ne voudrais pas apporter la responsabilité pour justement refaire aussi la vie. Les jeunes, vous aimez le ukulélé? Vous connaissez? Oui, ça marche. Oui, Gérard. Juste avant son intervention, parce qu'il y a quand même une particularité à Jazz Alpes, c'est que ce ne sont que des bénévoles. Oui, et on a su agréger. On va y revenir, Gérard, bien sûr. On va y revenir. Oui, parce que on va y revenir, mais tout à fait. Oui, là, on fait une petite parenthèse sur Gérard, même si on a quand même, il nous reste que quelques minutes, mais voilà comment Karim Bonardel est capable de réinventer le ukulélé. Écoutez. On n'a même pas envie de vous interrompre ici, Karim. Le ukulélé, peut-être oriental, il est interplanétaire. C'est ce que je dis même. Et sur ma chaîne, et à chaque fois que je viens ici ou que je vais de partout, en fait, c'est compresser toute la possibilité musicale dans, pour moi, le WinZip le plus petit. C'est-à-dire que ça pourrait pas être plus petit, ça me dérangerait, et plus gros, ça me dérangerait. C'est-à-dire que c'est l'exact minimum. Mais c'est un petit peu beaucoup de gens de mon âge qui commencent à faire un peu du minimalisme. On rejoint sur le fait, on parlait que les gens consommaient trop, tout ça. Moi, c'est mon acte militant à travers la musique. Qui c'est qui pourrait faire jouer de la musique maintenant tout seul? Il n'y a que moi. Toi, ta contrebasse. Non. Voilà, moi je peux. Un guitariste, ce serait la guerre aussi. Donc vraiment faire corps avec l'instrument. C'est exactement ça, l'avoir constamment avec et surtout chercher à travers un endroit aussi serré, comment est-ce qu'on peut faire tout. Avec un petit instrument qui rejoint aussi les grands espaces. Vous composez aussi dans la nature, en pleine rivière d'ailleurs. Ouais, la Jonche, c'est la rivière qui est juste au-dessus de chez moi. Et que vous avez complètement intégré dans cette production-là. Oui. Ça fait partie. L'eau est un son, l'eau est un instrument aussi pour vous. On parlait d'impro avec Gérard ici tout à l'heure. C'est de l'impro, ça, hein? Alors pas cet extrait-là, mais la plupart du temps, à chaque fois que je fais des trucs, oui, c'est de l'impro. Je déteste, je sais pas apprendre des trucs par cœur, j'y arrive plus à mon âge. Donc maintenant, je sais que je vais avoir une base pour jouer quelque chose. C'est exactement ce qui va se passer à Jazz Alpes. J'ai une base en gros, mais j'ai aucune idée de ce que ça va donner exactement quand je serai in situ. Pourquoi est-ce que vous avez craqué sur Karim, Gérard? Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous aimez dans son approche de la musique? Parce que justement, c'est cette approche minimaliste. Très souvent, souvent j'entends dire « Ah, lui, il fait pas beaucoup de notes ». L'impression de dire il est trop bien payé pour le peu de notes qu'il fait. Et la musique, c'est un chant extraordinaire. Mais là où on sent, c'est ce qu'on transmet. Quand ça vient de là, c'est comme son métier, c'est pareil. Quand ça vient de là, on le sent, le public le sent. Alors qu'on soit 1, 15 ou 4... ça ne change rien, c'est la qualité du son que l'on donne, c'est surtout la qualité de ce que l'on a envie d'exprimer. Et c'est valable pour tous les arts. Et ce que l'on veut faire à Jazz Alpes, c'est justement faire aimer ça. Faire aimer, pas forcément ce type de musique, mais cette implication de l'artiste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose. Et les gens, on s'aperçoit, au fil du temps, ils ont un grand respect de ça. Et là, on le voit. Et en jazz, c'est particulier, on ne fait pas faire ça en musique classique. Mais dès qu'il y a un chorus, c'est-à-dire un petit solo de l'artiste, il y a des applaudissements. Et maintenant, au début, les gens, ils sont là, pourquoi ils applaudissent? Ils se croyaient comme à l'opéra ou à la grande salle. Bon. Non, là, on applaudit après chaque chorus. Ouais. Et les gens, on voit la qualité. Et les artistes, on sent quand ça accroche, quand on a envie de donner.
Là, avec son petit instrument. La personne qui t'a dit il doit payer pour le nombre de notes qu'il fait, là, il faut me le présenter parce qu'il faudra qu'elle se fasse soigner quand même un petit peu. Il faut lui rappeler qu'on n'est pas payé le nombre de notes exactement, quoi. Parce que alors, Mozart, il serait, il gagnerait je sais pas combien, mais certainement quand même. Et Bach, qu'est-ce qu'il serait... Miles Davis, il viendrait presque pas rien du tout parce que il en fait 2, c'est tout. Donc, tu vois, c'est sûr. Et Dizzy... Dizzy Gillespie. On fait plein de petits jeux de mots ici. Le son est très surprenant. C'est vrai. C'est magnifique. C'est pas que ukulélé, il y a vraiment autre chose. Hein. Alors, il est modifié, en fait, pour la petite anecdote. Un ukulélé, normalement, a une corde réentrante ici qui est plus aiguë et qui, pour moi, ne servait absolument à rien. Il me manquait. Ah, d'accord. Celle-là, normalement, elle est octave. Ça sonne vraiment. Donc, il me manque, c'est le seul truc qui me manquait. Et je suis en train de changer tout le ukulélé en France parce que tout le monde, depuis ma chaîne YouTube, est en train justement de changer pour cette corde magique. Regardez, elle est là, la chaîne YouTube. Donc, des tutos, réinventer vraiment le ukulélé aussi. Donc, c'est ce qu'on peut voir donc, sur la chaîne YouTube. C'est facile, hein. Vous tapez Karim ukulélé, vous tombez dessus direct. Et on se marre toujours bien aussi avec Karim. C'est ça qui fait du bien et ça vous donnerait l'envie. Voilà. C'est le petit instrument que vous pouvez vraiment transporter partout. Et oui, Gérard. Non, c'était pour répondre à votre question. C'est pour toutes les raisons que vous évoquez qu'on a fait venir Karim. Et donc, voilà. C'est un challenge, c'est un pari. C'est certainement piloté aussi. Oui, tout à fait. Salut, c'est Karim, j'habite à côté, je ne coûterai pas cher. C'est vrai. J'amène mon sandwich. Et là, je lance un appel au peuple. Bon, il y a une trentaine de bénévoles qui sont dans Jazzal. Et ça, c'est extraordinaire. Tous des gens du coin. Tous. Et il y a des bénévoles pour la communication, la finance et tout ça et tout ça. Et à la programmation, je me trouve un peu seul. Et j'aimerais que ceux qui aiment le jazz, qui aiment la morte, eh bien, nous rejoignent pour participer à cette programmation. Compte tenu de mon grand âge, ça ne va pas durer bien longtemps. Mais si, oula, si vous saviez, la musique, ça conserve. L'alcool conserve les fruits. Allez, on n'a pas le temps de faire le petit tour des bons plans en plus. Si, dites-le nous, c'était quoi? Parce que vous m'aviez fait découvrir. Chez Sonia, qu'est-ce qu'on y trouve chez Sonia? Parce que d'abord, elle fait des desserts absolument extraordinaires et des parfaits à la chartreuse. De quoi mourir raide. Il y a vraiment de la chartreuse dedans. Alors, le quart du temps, il dit chartreuse, puis il n'y a que dalle. Ça donc là, il y en a vraiment. Super. Et c'est juste à côté de notre studio. Absolument. Donc, voilà. Et bien, merci encore, Serge. Juste un petit... Moi, je voudrais un petit... On a le temps? Oui, non, on y va. Donc, en gros, on a 1 minute. On a le temps, je ne sais pas. Je me ferai taper dessus pour le timing, mais on peut vraiment écouter. Les Alpes.fr. J'ai écrit cette chanson il y a 5 minutes. Allez. Je t'avais dit 30 secondes. Somewhere. Over the Rainbow, en version jazz. C'est une version beaucoup plus longue qui sera jouée d'environ 4 minutes le 9 mars, sur lequel je travaille beaucoup, qui va être super sympa. Ok, donc quelque part par-delà l'arc-en-ciel de l'Alpe du Grand Serre. Merci beaucoup, Karim, ça s'applaudit, les compagnons de tout. Merci vraiment de nous avoir accompagnés ici sur cette émission. Bonne chance pour vos études, les futurs journalistes qui prendront bientôt notre place. Et oui, Serge. Bravo, Robin, et merci encore à vous tous de votre fidélité. À très, très bientôt. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignan Résidence.